Je vais vous donner le témoignage du militante politique et membre d'une formation de gauche, puisque le Front populaire est la coalition politique électorale de gauche qui est née d'un rassemblement en 2012. Et parler d'une crise de la politique dans la révolution tunisienne peut paraître peut-être à premier abord contradictoire, puisque la révolution, c'est l'issue d'une crise politique et en même temps c'est l'ouverture des possibles. Donc la révolution tunisienne est jeune, elle a 3 ans, bientôt 4 ans, et en 4 ans nous avons vécu d'immenses espoirs, d'immenses désillusions, l'ouverture de chantiers extraordinaires et très difficiles, et surtout un désenchantement. En tout cas, c'est ce que nous ressentons dans le contact avec les citoyens. Et c'est vrai qu'en tant que force de gauche, nous avons une grande responsabilité dans les échéances électorales qui s'ouvrent, parce que nous devons justement redonner confiance, nous poser en alternative, et surtout réenchanter un peu cet immense défi qu'est la transition démocratique et rendre la question possible. Oui, la démocratie est possible en Tunisie. Oui, la Tunisie peut être un modèle d'un vivre ensemble et d'invention dans le monde arabe aujourd'hui. Donc je vous ramène un peu en arrière quand même pour revivre un peu ce souffle de 2011, comment en quelques semaines un dictateur est tombé, comment en quelques semaines le souffle de la liberté s'est transmis en Libye, s'est transmis en Égypte, s'est transmis au Yémen, et comment la jeunesse tunisienne est apparue sur les écrans partout en portant ce mot de dégage, comment un dictateur est tombé en quelques jours. Et nous avons, c'est vrai, Daniel l'évoquait tout à l'heure en parlant du grand mouvement des indignés, en parlant d'Occupy Wall Street, la fierté en Tunisie de rappeler que la première occupation des places et la première apparition des grandes mobilisations citoyennes, c'était l'occupation de la place du gouvernement de la Casbah par tous les jeunes qui venaient des régions défavorisées, qui avaient marché sur Tunis pour rappeler justement qu'ils étaient le peuple, qu'ils avaient été exclus et qu'ils revendiquaient les objectifs de la révolution, à savoir le droit à la dignité, le droit à la liberté et le droit au travail. Donc comment, pendant cette période qui s'ouvre en 2011 et qui se conclut dans un premier cycle le 23 octobre avec les élections, nous avons vécu la découverte de la politique. Parce qu'il faut comprendre aussi que cette marmite, dont le couvercle a été brutalement ouvert en Tunisie, a ramené sur l'espace public les invisibles. Et nous-mêmes, en tant que militants politiques, membres de partis qui apparaissaient nouvellement sur la scène politique ou bien héritiers des formations qui avaient milité sous la dictature, nous avons été confrontés à la demande citoyenne de faire de la politique, comme nous-mêmes, en tant qu'appareil politique ou formation politique, nous avons été confrontés à la nécessité de répondre à ce qui naissait, la démocratie d'opinion. Et il n'était pas évident, après avoir vécu sous la dictature et la répression, et pour certains membres de ma formation dans la clandestinité pendant de longues années, de pouvoir formuler rapidement un projet de société avec un programme de gouvernement, un budget faisable comme on le demande pour partir aux élections. Donc l'année 2011 a été, si vous voulez, l'année des possibles. Donc la Tunisie a connu une explosion de citoyenneté, on peut dire comme ça. De nombreuses associations se sont formées. 15 000 associations ont vu le jour dès que la loi a été réformée. Donc je vous rappelle qu'en quelques mois, la liberté de réunion a été autorisée, la loi sur les partis a été promulguée, les médias ont été autorisés et l'environnement a complètement changé. De même que la Tunisie a commencé à revenir les agences de presse étrangères, les fondations dont parlera Marc se sont installées et tout d'un coup ce monde clos dans lequel on vivait s'est ouvert et nous avons été obligés de répondre très vite
aux demandes des citoyens. Donc bien sûr, les associations ont entrepris les grandes caravanes de solidarité, ça a été des grands moments d'écoute, des grands moments de partage. En 2011, le 23 octobre, nous devions écrire la Constitution, donc il a fallu mettre en place tous les comités des experts pour commencer à réfléchir sur la Constitution. Et c'est vrai que le vrai problème a été, est-ce qu'on réforme la Constitution de 59 ou est-ce qu'on la dissout et on en écrit une nouvelle? Donc très vite, dans les premiers instants de janvier 2011, la question était, le Parlement est dissous et on réécrit une nouvelle Constitution. Donc la découverte de la politique à ce moment-là a été vraiment comment imaginer la nouvelle Constitution de la nouvelle Tunisie. Et tout le monde partait sur les routes, allait proposer son brouillon, allait discuter avec les populations dans les endroits les plus reculés. Et ça a été le grand moment d'éducation populaire, de démocratie participative. Mais entre-temps et parallèlement de notre effervescence politique, c'était aussi le retour des exilés politiques, et notamment du mouvement islamiste, qui étaient réfugiés en Angleterre et dont les dirigeants sont rentrés après de longues années d'exil. Et ça a été aussi un grand moment de la parole retrouvée, donc les dénonciations de la torture, les dénonciations de la répression. Et à ce moment-là, on a commencé à voir s'inscrire dans le débat politique en Tunisie la continuité de la modernité, la continuité des droits acquis, la question de savoir, ou bien peut-être le sentiment absolument, on était sûr que la nouvelle constitution poserait les bases d'un État civil, qu'elle pouvait pas être autre chose que moderniste, qu'on allait au contraire acquérir encore plus de liberté et encore plus de démocratie, et a commencé à s'installer le débat sur la religion en Tunisie. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte que peut-être de nouvelles forces politiques allaient commencer à se renforcer. Et on a vu arriver dans la campagne électorale ces débats clivants qui ont commencé à s'installer de façon prégnante. Et je dois dire qu'au début, on n'a pas tellement su y répondre parce que on était vraiment sûr que les acquis bourguibiens n'allaient pas être remis en cause. Alors, les femmes démocrates et les femmes des associations de défense des libertés ont commencé à revendiquer très vite, au milieu des objectifs de la révolution, à savoir travail, liberté, dignité, l'égalité aussi. Donc la bataille des mouvements féministes a été de faire lever ce qu'on appelle les réserves de l'État tunisien sur la CIDO, donc la fameuse convention sur les droits des femmes, de la famille et sur l'adoption. Et évidemment, les débats sont très vite opposés avec le mouvement islamiste à ce sujet-là. Donc en octobre arrivent les élections et la grande surprise sortie des urnes est que le mouvement islamiste est majoritaire en Tunisie et que les forces dites modernistes sont absolument laminées, pour pas dire pour certaines complètement écartées. Donc en 2011, à l'issue des urnes, se pose pour nous, forces démocratiques, la question du rassemblement. La question politique est comment aujourd'hui défendre le projet de société démocratique, moderniste, face à un projet de société réactionnaire et obscurantiste qui commence à s'installer. Et effectivement, la bataille va être très difficile et va s'annoncer aussi très violente dès les premiers discours d'investiture du président de la République qui, à l'Assemblée, au moment de l'inauguration de la nouvelle Assemblée constituante, ouvre le discours en rendant hommage, enfin, en disant qu'il allait défendre les femmes voilées, les femmes portant niqab et les femmes au visage découvert, en utilisant un mot en arabe qui est très violent et très dur et qui a complètement instauré cette discorde dans la société tunisienne. Donc le travail politique qui a pris place pendant toute l'année 2012 a été un travail de riposte, un travail de vigilance, un travail de résistance, parce que
les nouvelles formations politiques arrivaient à l'Assemblée d'aller écrire la Constitution. Or, ils étaient majoritaires. En même temps, on voyait clairement que le mandat de l'Assemblée constituante commençait à être outrepassé. Le mandat de la constituante est d'écrire la Constitution. Or, elle devait faire aussi œuvre de travail législatif, mais en s'installant ou bien en rentrant sur des domaines qui n'étaient pas forcément les leurs. Donc je ne vous retrace pas toute la péripétie de l'année 2012, mais elle a été violente puisque le 6 février 2012 a été assassiné notre dirigeant politique Chokri Belaïd. Les attaques contre les soldats et l'armée ont été de plus en plus violentes et les attaques aux frontières algériennes s'est soldées par des embuscades et des morts. Et en juillet 2012, c'est l'assassinat de notre député Mohamed Brahimi qui a annoncé un grand mouvement de résistance des élus du groupe républicain et démocrate qui ont annoncé leur retrait de l'Assemblée constituante. Donc l'Assemblée constituante était élue normalement pour 1 an et elle a dépassé son mandat sans écrire la Constitution. Donc pendant tout le mois de juin 2012 à octobre 2012, nous avons occupé la place devant l'Assemblée constituante et la mobilisation de la société civile a été très importante avec notamment les femmes, surtout les femmes, pour défendre leurs droits, puisque les projets de constitution, les brouillons de constitution qui commençaient à être à sortir de manière un peu vicieuse, démontraient que le projet qui était inscrit dans la Constitution, instaurer un État islamique, remettait en avant prenait la famille comme valeur centrale de la société et surtout annonçait ne semblait pas aller vers une évolution du code de statut personnel et au contraire annoncer les femmes comme complémentaires de l'homme. Donc peut-être qu'une des créations politiques de cette période-là est ce qu'on a appelé le dialogue national. Les forces démocratiques se sont constituées dans un front de salut national et le rôle essentiel a été joué par la centrale syndicale, le patronat, la Ligue des droits de l'homme et l'ordre des bâtonniers, qui a réuni autour d'une même table les partis représentés à l'Assemblée constituante, donc les partis islamistes et les partis républicains et modernistes, comme on les appelle malheureusement dans ce lexique-là, pour pouvoir trouver une solution à la crise institutionnelle qui s'est instaurée, parce que le pays ne fonctionne pas, la crise économique s'approfondit et les violences allaient en s'accentuant. Donc en septembre, la grande mobilisation s'est soldée par la démission du gouvernement et la nécessité de suivre une feuille de route très stricte pour pouvoir rétablir un climat serein, une relance de l'économie et surtout la dissolution des milices du parti islamiste. Donc la confrontation à la question politique, pour nous, elle est comment concilier deux projets de société absolument antagonistes. Comment intégrer ou non l'islam politique dans le jeu démocratique. Comment, en même temps, lutter contre la bipolarisation politique qui s'est instaurée, à savoir entre une formation islamiste forte et le retour d'un parti bourguibien qui se dit débarrassé des symboles de l'ancien régime, mais qui a quand même intégré quelques-uns dans la formation, et surtout depuis quelques mois le retour en force des anciens ministres de Ben Ali qui ont été libérés de prison et qui sont candidats aux élections présidentielles. Alors aujourd'hui on est en campagne électorale, le Front populaire a proposé un programme alternatif, un programme pour gouverner, un programme pour un nouveau modèle de développement économique, parce que notre analyse est que le modèle économique s'est essoufflé, que nous ne pouvons plus rester tributaires des organisations financières internationales et de la dette qui ne sert qu'à payer les services de la dette. L'enjeu pour nous est important parce que nous sommes peut-être la seule force de gauche dans le monde arabe qui arrive à ouvrir une perspective de gouvernement dans une société en ébullition où tous les possibles sont ouverts encore, espérons-le.
mais avec des difficultés croissantes. Sommes-nous capables de répondre à la profondeur de la crise économique et sociale? Et c'est un vrai problème parce que les citoyens sont dans un tel état d'urgence qu'ils ne pourront... ils veulent des résultats tout de suite. Le pouvoir d'achat est en baisse, la déstructuration sociale est importante, il y a beaucoup de grèves sauvages, l'administration ne fonctionne pas, le pays est dans un attentisme inquiétant. Et nous avons donc un grand challenge en ce moment sur la campagne électorale. C'est vrai que le Front populaire est considéré comme troisième force. Le problème est que beaucoup d'argent sale circule sans contrôle dans la campagne électorale et que des partis populistes remettent ce clientélisme malsain en vigueur, et que pour nous, il est très difficile d'essayer d'expliquer un programme qui sera efficace peut-être dans 5 ans, qui est un processus de moyen terme et de long terme, face à des urgences économiques très fortes. Avec cette question religieuse, conservatrice, au cœur de la Tunisie, avec une jeunesse complètement massacrée par les départs au djihad, aussi un mouvement salafiste qui est réprimé actuellement parce que le parti islamiste n'en a plus besoin, donc pour se relooker et paraître plus démocratique dans les élections, on les a liquidés. Une bataille interne dans l'appareil sécuritaire parce que les questions de mémoire et de réconciliation n'ont pas été ouvertes dans la Tunisie révolutionnaire. Et un environnement géopolitique en questionnement avec une guerre aux frontières de la Tunisie en Libye, où l'on voit aujourd'hui les milices islamistes se battre, et puis un environnement géopolitique, c'est vrai, peut-être pas favorable aux frères musulmans, qui justement les oblige à changer de discours, et aujourd'hui ils appellent au gouvernement d'union nationale. Et notre questionnement aujourd'hui, et c'est l'enjeu des élections, serons-nous assez... non pas fort, mais pourrons-nous arriver à envoyer au Parlement une majorité de députés suffisamment importante pour nous, à savoir 20 députés sur une assemblée de 277 membres, pour pouvoir éviter une bipolarisation très forte et pouvoir éviter ce gouvernement d'union nationale qui peut être peut-être pas une solution non plus pour la Tunisie aujourd'hui. Donc ça, c'est un débat qui est ouvert, le débat des alliances, comme il est posé aussi dans de nombreux pays et ici. Voilà, je vous remercie.